Bonjour, chers élèves, bienvenue dans la chaîne éducative. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière séance du chapitre Limites et continuité. Elle est présentée par M. Hinteti Hatem. Elle est encadrée par M. Fathi Mohamed. Lors des deux premières séances, on a parlé de limites de fonction, on a fait quelques techniques, on a parlé donc des branches infinies, on a parlé aussi donc limites de la fonction composée. Notamment lors de la deuxième séance, on a parlé donc de la continuité en un point, continuité sur un intervalle, l'image d'un intervalle par une fonction continue et la continuité de la fonction composée. Aujourd'hui, on va donc entamer donc le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà donc le plan de cette séance. On va d'abord donc voir l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone, puis on va énoncer donc le théorème des valeurs intermédiaires et on va corriger des exercices. Alors, on commence par l'image d'intervalle par une fonction continue strictement monotone. Mais d'abord, je vais rappeler donc le théorème sur l'image d'intervalle par une fonction continue. Alors, le premier théorème, théorème 1, l'image d'intervalle par une fonction continue est un intervalle. Théorème 2, l'image d'intervalle fermé borné AB par une fonction continue est un intervalle fermé borné petit m grand M. Grand M représente le maximum de la fonction sur l'intervalle AB et petit m le minimum de la fonction sur l'intervalle AB. On va prendre un exemple. Voici un graphique qui représente donc une fonction continue sur l'intervalle moins 4, 4 ouvert. Alors, on nous demande de déterminer l'image de l'ouvert moins 4, 4, l'image du semi-ouvert moins 4, 1 et l'image du fermé moins 3, 3. Alors d'abord, sur cet intervalle moins 4, 4, on voit bien que le minimum atteint c'est moins 2, que le maximum c'est 4. Donc l'image de l'intervalle moins 4, 4, c'est l'intervalle fermé moins 2, 4. On remarque bien que la nature de l'intervalle a changé. Moins 4, 4 est un intervalle ouvert, moins 2, 4 est un intervalle fermé. Maintenant, l'image de moins 4, 1, semi-ouvert à gauche. Alors, sur cet intervalle, on voit bien que le minimum c'est moins 2 et que le maximum c'est 2. Donc, l'image de l'intervalle c'est moins 2, 2. Intervalle fermé. Donc, on a changé de nature. On va voir plus tard. Donc, l'image de l'intervalle fermé, moins 3, 3. Sur cet intervalle, le minimum c'est moins 1. Le maximum c'est 4. Donc c'est l'intervalle fermé, moins 1, 4. Alors on passe l'image d'intervalle par une fonction continue mais strictement monotone. On a vu tout à l'heure donc l'image d'intervalle par une fonction continue. On a vu dans l'autre exemple que l'image d'un intervalle ouvert était infermée, d'un semi-ouvert était infermée, l'image d'un fermé est infermée. Alors maintenant on va voir, lorsque la fonction est en plus de la continuité, elle est strictement monotone, qu'est-ce que ça va me donner? Alors le théorème dit l'image à l'intervalle par une fonction continue strictement monotone est un intervalle de même nature. C'est-à-dire maintenant que l'image à l'intervalle ouvert sera un intervalle ouvert. L'image à l'intervalle fermé sera un intervalle fermé. Un semi-ouvert son image sera donc semi-ouvert. Et voilà donc tous les cas de figure. Nous avons ici donc f une fonction continue strictement croissante et là f continue strictement décroissante. Par exemple, l'image de l'intervalle fermé AB sera donc f de A, f de B. Je remarque bien ici qu'on a conservé l'ordre des bornes. C'est une fonction qui est strictement croissante. Par exemple, l'image de l'intervalle ouvert AB, c'est limite droite en A de f et limite gauche en B de f. Dans le cas de continue strictement décroissante, par exemple, limite de l'intervalle A plus l'infini est égale à limite plus l'infini de f, limite A plus de f. Ici, on a changé l'ordre des bornes. Voilà donc. Et ici, par exemple, l'image de l'intervalle fermé AB, c'est f de B, f de A. Donc, lorsque la fonction elle est continue strictement monotone,
on conserve la nature de l'intervalle. Si elle est continue strictement croissante, on conserve aussi donc l'ordre des bornes. Si elle est continue strictement décroissante, on inverse l'ordre des bornes. Voilà donc. On va prendre donc un exercice. Soit f la fonction définie par f de x égale à racine de x carré moins x. Montrer que la fonction f est continue sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini. Puis, donc, deuxième question, déterminer f de moins l'infini 0 ou fermé et f de 1 plus l'infini fermé. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut remarquer pour cette fonction? C'est une fonction racine d'une fonction polynôme. Donc d'abord, la fonction x carré moins x doit être d'abord donc positive. Je sais qu'elle est continue. Donc, pour la correction, je sais que la fonction x carré moins x est une fonction polynôme définie et continue sur R. Elle est positive sur 1 plus l'infini moins l'infini 0. Il suffit de mettre x en facteur. Donc, la fonction x associe racine de x carré moins x et continue sur 1 plus l'infini sur moins l'infini 0. Maintenant, pour les images des intervalles, j'aurai besoin de savoir la monotonie de cette fonction. Alors, on va utiliser donc le signe de la dérivée. Donc, comme vous avez vu en troisième, donc la dérivée de cette fonction, c'est 2x moins 1 sur 2 racine de x carré moins x. Alors, pour le signe, j'aurai besoin du signe de 2x moins 1, la racine carrée étant strictement positive. Donc, le tableau de signes, c'est négatif sur moins l'infini 1,5 et positif sur 1,5 plus l'infini. Ce qui me donne, donc, elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini et négative strictement sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, cette fonction est strictement croissante sur l'ouvert 1 plus l'infini, et par suite, elle sera donc strictement croissante sur le fermé 1 plus l'infini. Elle est strictement décroissante sur l'ouvert moins l'infini 0, et par suite, sera strictement décroissante sur moins l'infini 0 fermé. Donc, je peux appliquer mon théorème, puisqu'elle est continue strictement monotone. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est strictement croissante, continue strictement croissante. Donc, l'image de 1 plus l'infini sera f de 1, limite plus l'infini de f, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est continue strictement décroissante. Donc, l'image sera f de 0, limite moins l'infini de f, c'est-à-dire 0 plus l'infini fermé. Voilà pour cet exercice. On passe. Maintenant, je vais énoncer donc le théorème des valeurs intermédiaires. Mais d'abord, on va voir donc un graphique qui va nous donc faciliter ce théorème. Voilà. Donc sur ce graphique, on voit une fonction continue. Sur l'intervalle AB, elle est continue. Elle n'est pas monotone. Il y a deux points, donc A et son image f de A. Il y a le B et son image f de B. On a choisi donc un réel K compris entre f de A et f de B. On a tracé donc la droite Y à la K, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Elle coupe donc la courbe en 3 points. Les points sont d'abscisse x1, x2 et x3. Je remarque bien que x1, x2, x3 sont les antécédents de K par la fonction f. C'est-à-dire, en d'autres termes, x1, x2, x3 sont les solutions de l'équation f de x égale à K sur l'intervalle ouvert AB. Maintenant, je passe à un autre graphique. Voilà donc une autre fonction. Je remarque qu'il y a une différence. Bien sûr, la différence, c'est dans la continuité. Cette fonction n'est pas continue en 2. Il y a un saut en 2. J'ai choisi donc le réel 3 sur l'axe des ordonnées. Je remarque bien que la droite y égale à 3 ne coupe pas cette courbe. Et par suite, 3 n'admet aucun antécédent par f. C'est-à-dire que l'équation f de x égale à 3 n'admet aucune solution dans l'intervalle ouvert 0, 4. Et là donc, je peux donc interpréter ces deux graphiques pour savoir si, quand on choisit donc un réel K entre deux valeurs, deux images, f de A et f de B, si la fonction est continue, je suis presque sûr qu'il y a au moins une solution, deux solutions, trois solutions, peut-être plus, peut-être moins. Et lorsque la fonction n'est pas continue, on n'est pas sûr. Par exemple, ici, 2.
le réel 2 admet un antécédent par f, par contre 3 n'admet pas. Donc, la continuité, c'est essentiel pour ce type d'équation, f de x égale à k. Et c'est le théorème. Voilà donc le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, soit f est une fonction continue, c'est essentiel, la continuité est essentielle donc dans ce théorème, sur un intervalle i, soit a et b deux réels de i tels que a inférieur strictement à b, pour tout réel k compris entre f de a et f de b. Je dis bien compris parce qu'on ne sait pas qui est plus grand, f de a plus grand ou f de b est plus grand, donc je choisis donc un réel k compris entre f de a et f de b. Alors l'équation f de x égale à k possède au moins une solution dans l'intervalle ouvert AB. Voilà donc pour ce qui est donc du théorème des valeurs intermédiaires. On peut dire que la fonction prend toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b. Voilà, on va prendre donc un petit exercice. Montrer que l'équation x carré cos pi x égale à 1 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert 1, 2. C'est le même style, donc c'est le même, donc c'est presque f de x égale à k. Donc f de x ici c'est quoi? C'est x carré cos pi x. Le réel k c'est 1. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on doit montrer pour appliquer le théorème? On va montrer donc la continuité sur cet intervalle et que 1 est compris entre f de a et f de b. Alors on commence par montrer donc la continuité de cette fonction. Alors, la fonction f, soit f donc la fonction définie sur R par f de x égale à x carré cos pi x, c'est une fonction composée, il y a une fonction composée qui est cos pi x, il y a une multiplication par x carré. Donc, je sais que x qui associe donc pi x est continu sur R, que la fonction x qui associe cos x est continue sur R, donc la composée sera donc une fonction qui est continue. Donc x associe cos pi x est une fonction qui est continue sur R. Par suite, f est continu sur R comme étant produit de deux fonctions continues sur R, en particulier sur l'intervalle dont j'ai besoin, c'est-à-dire sur l'intervalle 1, 2. Maintenant qu'on a montré la continuité, on va vérifier donc les images f de 1 et f de 2. Donc l'image de 1 c'est égal à moins 1, l'image de 2 c'est égal à 4. Le réel k en question c'est 1. Je vois bien que 1 est compris entre f de 1 et f de 2, donc toutes les conditions du théorème sont accomplies. Par suite, il existe au moins un réel c appartenant à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f de c égale à 1. Et voilà donc l'exercice. On passe maintenant. Voilà donc l'équation x carré. C'est l'équation d'origine, c'est la première question. Donc, x carré cos pi x égale à 1 admet au moins une solution C dans l'intervalle 1, 2. Voilà. Maintenant, on va observer cette courbe. C'est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB. Je remarque qu'elle coupe l'axe des abscisses en trois réels, alpha, bêta et gamma. C'est presque le même théorème que précédemment, juste que le réel k, ici, donc dans cet exemple, c'est égal à combien? C'est égal à 0. C'est un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires lorsque le réel k est égal à 0. On voit bien donc que l'image de A est positive, que l'image de B est négative. Donc 0 est compris entre f de A et f de B. Par suite, l'équation f de x égale 0 admettra donc nécessairement au moins une solution. Et donc c'est le premier donc, corollaire. Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB, et vérifions f de A fois f de B égale à inférieur strictement à 0, c'est comme dans ce cas-ci, donc l'image de A est strictement positive et l'image de B est strictement négative, alors il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale à 0. On voit bien que la fonction doit être continue sur le fermé AB, mais la solution appartient à l'ouvert AB, parce que donc C ne peut pas être ni A ni B. Et voilà, donc on va faire un exercice, un deuxième corollaire d'abord. Si f est une fonction continue sur un intervalle et ne s'annule en aucun réel de cet intervalle, alors elle garde un signe constant sur cet intervalle. Voilà donc un schéma explicatif
Donc la fonction f dans ce cas-ci, c'est une fonction qui est strictement positive sur l'intervalle 1, 4, donc elle ne s'annule pas sur l'intervalle 1, 4. Elle va garder donc un signe comment? Un signe donc constant. Ici, dans ce cas, elle est strictement positive. Voilà. Maintenant, on passe à un exercice. Montrer que l'équation x cos πx égale la racine de x admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert n plus 1, où n c'est un entier privé donc, qui est différent de 0 et de 1. Là, donc, on doit remarquer quelque chose. Ici, donc, on n'est pas dans la forme de f de x égale à un réel, f de x égale à k. Cette équation présente l'égalité de deux fonctions. X cos πx égale la racine de x. Il n'y a pas de f de x égale à 1 ou f de x égale à 0. Non, c'est l'égalité de deux fonctions. Alors, pour contourner ce problème, pour revenir au théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la solution, c'est donc d'émettre une fonction, d'émettre la fonction différence. C'est-à-dire, on va prendre donc la fonction f de x égale x cos πx moins racine de x. Ainsi, donc, l'égalité, donc x cos πx égale la racine de x, je peux la transformer x cos πx moins racine de x égale à 0. Et donc, une fonction f égale un réel qui est égal à 0. Maintenant, il suffit de montrer quoi? Donc, on montre d'abord donc la continuité, puis on vérifie donc les images des bornes et on applique donc le théorème. Donc, déjà, on a déjà vu donc que la fonction x qui associe cos πx, c'est une fonction qui est continue. Donc, continue, donc définie continue sur R. Par suite, elle sera donc continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'on parle des antinaturels. Donc, c'est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, donc, par suite, donc, la fonction x qui associe x cos πx est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une multiplication de deux fonctions continues. Et on sait déjà donc que la fonction x qui associe racine de x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc leur différence, donc la fonction f, qui est la différence, est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, donc, on va donc calculer donc les images des bornes. Alors, soit donc la fonction f de x, x cos πx moins racine de x. Donc, si n est pair, alors f de n égale à n moins racine de n. Pourquoi ça? Parce que si n est pair, alors cos nπ sera égal à, égal à 1, puisque n est pair, donc ça serait donc un multiple de 2π. Donc cosinus d'un multiple de 2π, c'est toujours égal à 1. Donc f de n, ce sera donc n fois 1 moins racine de n. Donc c'est égal à n moins racine de n. Et ce nombre sera donc strictement positif, puisque le n est donc supérieur à 1. Donc n sera donc strictement supérieur à racine de n. Donc la différence sera un nombre strictement positif. Alors que si n est impair, alors f de n égale à moins n moins racine de n. Pourquoi ça? Eh bien parce que si n est impair, alors cos nπ sera égal à moins 1. Donc la fonction donc f de n sera égale donc moins 1 fois n, c'est-à-dire moins n moins racine de n, c'est un nombre qui est strictement négatif. Par suite, donc les bornes de l'intervalle, les bornes de l'intervalle sont n et n plus 1. Ces deux nombres sont de parité différente, c'est-à-dire si l'un est pair, alors l'autre est impair. Par suite, leur produit, l'un est positif strictement, l'autre est strictement négatif, donc le produit est strictement négatif. Et par suite, donc, j'ai répondu aux conditions du théorème. Et donc, f étant continu sur l'intervalle fermé n plus 1, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert n plus 1. Et voilà donc. Revenons donc à l'équation de départ. Par suite, donc, la conclusion. Donc, l'équation x cos πx égale à racine de x admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert n plus 1 pour tout n appartenant à grand N, privé de 0 et 1. Et voilà l'exercice. On passe maintenant au théorème de l'unicité. Donc, on va voir donc ces graphiques. Je vois donc des fonctions qui sont continues sur l'intervalle AB. On remarque bien que sur ce premier graphique à gauche, je vois bien que K admet un seul antécédent, C,
De même, sur le second graphique, c'est celui de milieu. Donc K admet un unique antécédent C. Alors que j'ai repris donc le même graphique du départ, c'est une fonction qui est continue, elle aussi. Donc, on voit bien donc que le K admet 3 antécédents. Alors, c'est quoi la différence? Bien sûr, vous avez deviné que la différence réside dans la monotonie de la fonction. Les deux premiers sont des fonctions strictement monotones. La première, elle est strictement croissante. La deuxième, elle est strictement décroissante. Et c'est cette monotonie qui indique donc l'unicité de la solution. Donc voilà le théorème. Soit f est une fonction continue strictement monotone sur un intervalle i, soit a et b deux réels de i tels que a strictement inférieur à b. Alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k admet une solution unique dans l'intervalle AB. Alors on va voir un exercice. Voilà, soit les fonctions f et g définies par f de x égale à cos x et g de x égale à 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Alors la première question, c'est montrer que la fonction f rangée est continue strictement croissante sur 0,1. Deuxième question, montrer que l'équation f rangée de x égale à pi sur 4 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0,1. Alors, la première question, c'est une fonction composée. Donc, on doit vérifier la continuité des deux fonctions sur leur ensemble de définitions respectifs. Puis, donc, l'ensemble de définitions de la fonction composée. Maintenant, la deuxième question, c'est l'application du théorème des valeurs, théorème de l'unicité, quoi. Voilà. Alors, la fonction g, je remarque bien que c'est une fonction qui est rationnelle, qui est définie sur R, donc elle est continue sur R. La fonction f, c'est une fonction trigonométrique qu'on connaît très bien, donc cosinus x, elle est continue donc sur R. Donc, voilà, donc g est défini continu sur R, f est défini continu sur R. Par suite, la fonction composée f rangée est continue sur R, particulièrement sur l'intervalle 0,1. C'est l'intervalle dont j'ai besoin. Maintenant, c'est la monotonie. Donc, la fonction g, je remarque bien que je peux l'écrire sous cette forme-là. 2 sur 1 plus x carré moins 1. Vous pouvez utiliser la dérivée sinon. Donc, cette fonction, sous cette forme-là, je sais que 2 sur 1 plus x carré, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Je sais aussi l'image de l'intervalle 0,1 par g, puisqu'elle est continue strictement décroissante, donc l'image de l'intervalle 0,1, c'est g de 1, g de 0. Donc j'ai inversé les bornes de l'intervalle puisqu'elle est strictement décroissante. Alors g de 1 c'est 0, g de 0 c'est égal à 1. Maintenant on passe à la fonction f. Je sais que la fonction f qui est cosinus, donc elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 puis sur 2, et bien sûr, en particulièrement sur l'intervalle 0,1, puisque 0,1 est inclus dans l'intervalle 0 puis sur 2. Par suite, la composée sera une fonction qui est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Comment est-ce que j'ai su qu'elle est strictement croissante? Il suffit de remarquer que g est strictement décroissante, f est strictement décroissante, les deux sont de même monotonie, donc la composée sera donc une fonction qui est strictement croissante. Voilà. Maintenant, on passe aux images des bornes. Donc, f rangée est continue strictement croissante sur l'intervalle 0,1. F rangée de 0,1, donc c'est f rangée de 0, f rangée de 1. C'est-à-dire cos de 1, cos de 0. Cos de 1, c'est à peu près donc 0,54. Cos de 0, c'est égal à 1. Et comme pi sur 4, le réel pi sur 4 appartient à l'intervalle 0,54, 1, donc il existe nécessairement un unique réel c dans l'intervalle ouvert 0,1, tel que f rangée de c est égal à pi sur 4. Et voilà donc l'exercice, c'est-à-dire donc f rangée de x égale à pi sur 4 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0,1. Voilà. Maintenant, on va énoncer donc un corollaire. Alors, si f, une fonction continue, est strictement monotone sur un intervalle
AB et vérifions f de A, f de B strictement négatif, alors il existe un unique réel C appartenant à l'ouvert AB tel que f de C égale 0. C'est un cas particulier du théorème, donc on a choisi donc K égale à 0. Alors voilà un exercice qui s'applique pour ce corollaire. Donc montrer que l'équation 2x plus 3 sur x plus 1 égale à x carré admet une solution unique dans l'intervalle fermé 1, 2. Donner une valeur approchée à 0,1 près de cette solution. Alors comme tout à l'heure, on ne peut pas appliquer directement le théorème parce que ce n'est pas de la forme f de x égale à 0 ou f de x égale à k. Donc c'est une égalité entre deux fonctions, donc je dois passer par la fonction de différence. C'est-à-dire, donc, je vais donc définir la fonction f de x égale à 2x plus 3 sur x plus 1 moins x carré. Cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Elle est définie continue sur l'intervalle r privé de moins 1. Donc, elle sera continue sur l'intervalle 1, 2. La monotonie, je peux remarquer qu'on peut écrire f de x sous cette forme. C'est 2 plus 1 sur x plus 1 moins x carré. Sinon, vous pouvez utiliser donc la dérivée et déduire donc le sens de variation à partir du signe de la dérivée. Et comme je vois ici donc, dans cet exemple, 1 sur x plus 1, je sais très bien que c'est une fonction qui est strictement décroissante, moins x carré aussi, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, les deux sont strictement décroissantes sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Maintenant, les images des bords. f de 1 égale à 3 sur 2, strictement positif. f de 2 égale à moins 5 sur 3, strictement négatif. Par suite, je peux appliquer donc le corollaire. Il existe un unique réel C appartenant à l'ouvert 1, 2 tel que f de C égale 0. C'est-à-dire, revenons à la première question, l'équation 2x plus 3 sur x plus 1 égale à x carré admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1, 2. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, la fonction f de x égale à 2x plus 3 sur x plus 1 moins x carré. Donc, on va chercher un encadrement à 0,1 près du réel C. Donc, on va procéder par dichotomie sur l'intervalle 1, 2. Cette méthode consiste à partager l'intervalle en deux moitiés. Et donc, à chaque fois, donc, on va choisir le moitié donc, où appartient le réel C. Donc, on sait déjà que f de 1 est strictement positif et que f de 2 est strictement négatif. Si je calcule donc au milieu, c'est-à-dire 1,5, son image sera 3 sur 20, strictement positif. Et là, je remarque que le changement de signe a lieu entre 1,5 et 2. Donc le réel C appartient à l'intervalle 1,5, 2. Maintenant, je choisis donc à peu près le milieu, donc 1,7. Son image sera négative. Donc le changement de signe aura lieu entre 1,5 et 1,7. Donc le réel C appartient à l'intervalle 1,5, 1,7. Il suffit donc juste de calculer l'image de 1,6. On va trouver donc un nombre négatif. Donc le changement de signe a eu lieu entre 1,5 et 1,6. Et voilà donc l'encadrement a eu lieu, donc le réel C est encadré entre 1,5 et 1,6. Voilà donc sa valeur approchée. Voilà. On passe à un deuxième exercice. Alors, c'est un exercice graphique où sont représentées donc deux fonctions, f en rouge et g en bleu. Alors, f est défini sur l'intervalle moins l'infini moins 2, fermé, et g est défini sur l'intervalle au fermé, donc 0,1. Semi-fermé, donc 0,1. Les droites y égale à 1 et x égale à 1 sont des asymptotes respectives à CF et CG. Donc, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. CG admet donc une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Alors la question c'est, montrer que g rang f de x est égal à 1 demi de x plus 2 admet une solution unique, C, dans l'intervalle moins 3, moins 2. Alors, comme tout à l'heure, ce n'est pas la forme f de x égale à k, c'est l'égalité de deux fonctions. Donc, on est obligé de passer par la différence. Voilà la correction, donc.
f est continue strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. On voit bien ici donc la courbe en rouge qui représente f. C'est une fonction qui est descendante, donc elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Elle s'arrête en moins 2. Donc l'image de cet intervalle, comme elle est donc strictement décroissante, donc il y aura inversion des bornes. Donc ça sera égal à f de moins 2, limite moins l'infini de f. f de moins 2, ça se situe sur l'axe des abscisses, donc c'est égal à 0. Et l'image moins l'infini de f est égale à 1, puisque c'est une asymptote qui est horizontale. Donc l'équation y égale à 1. De même, je passe pour g. G est une fonction continue strictement croissante sur l'intervalle 0,1. On voit bien ici que la courbe de G est une courbe qui est ascendante, donc elle est strictement croissante. Donc elle admet donc une asymptote qui est verticale d'équation x égale à 1. Par suite, leur composé, ce sera donc une fonction qui est continue et strictement décroissante. Pourquoi décroissante? Parce que les deux fonctions n'ont pas la même monotonie. Donc ce sera donc une fonction qui est continue, strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Je rappelle que l'image du premier intervalle, c'est 0,1. C'est un intervalle où il définit la fonction g. Donc la composée est bien définie. Et puisque donc elle est bien définie, donc elle sera donc continue. Parce que les deux fonctions, bien sûr, sont deux fonctions qui sont continues. Voilà. D'où donc la conclusion, f rangée est une fonction continue strictement décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Puisqu'elle est continue strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, donc elle sera continue strictement décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Maintenant, on va vérifier donc les images des bornes. Alors, soit h, la fonction définie par h de x égale à g rang f de x moins 1 demi de x moins 2. Cette fonction, moins 1 demi de x moins 2, c'est une fonction qui est continue strictement décroissante sur moins l'infini moins 2. Par suite, g rang f, on sait que g rang f est une fonction qui est continue strictement décroissante sur moins l'infini moins 2. Donc la fonction h, qui est la différence, sera donc continue strictement décroissante sur moins l'infini moins 2. En particulier, continue strictement décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Maintenant, on va passer donc aux images des bornes. Alors, l'image de moins 3, c'est-à-dire g de f de moins 3, moins 3 sur 2, moins 2. Alors, f de moins 3, sur le graphique, l'image de moins 3, c'est égal à combien? C'est égal donc à 0,5. Et l'image de 0,5, c'est égal à 2. Voilà. Donc, c'est égal donc g de 1,5 moins 1,5, c'est-à-dire est égal à 3 sur 2, qui est strictement positif. Maintenant, l'image de moins 2, g rang f de moins 2, moins 2 sur 2, moins 2. F de moins 2, ça se situe sur l'axe des abscisses, donc c'est égal à 0. Donc g de 0 égale combien? G de 0 égale à 0. Je vois bien ici donc pour la courbe de g, donc g de 0 égale à 0. Par suite, h de moins 2 est égal à g de 0 moins 1, c'est-à-dire égal à moins 1 qui est strictement négatif. Donc, l'image de moins 3 est strictement positive, l'image de moins 2 est strictement négative. Donc, par application du théorème, l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique C appartenant à l'intervalle moins 3, moins 2. Revenons donc à l'équation de l'exercice. Donc, la conclusion, l'équation g rang f de x égale à 1,5 de x plus 2 admet une solution unique C appartenant à l'intervalle moins 3, moins 2. Voilà l'exercice. Maintenant, je propose un troisième exercice. Alors, vous voyez donc un petit schéma. Donc, un cylindre a pour base un disque de rayon 1 décimètre. Il contient de l'eau sur une hauteur de 0,5 décimètre. On plonge dans ce cylindre une bille de diamètre d en décimètre. Le niveau de l'eau est alors tangent à la bille. On se propose de calculer la valeur de d. Voilà donc le premier cylindre. Il y a un peu d'eau à une hauteur de 0,5 décimètre, c'est-à-dire 5 cm. On va donc y placer donc une bille d'un certain diamètre. Alors le niveau de l'eau sera tangent
à la bille. Alors comment déterminer le diamètre de cette bille? Alors voilà les questions, voilà donc la démarche. On va d'abord démontrer que D vérifie D encadré entre 0 et 2 et que D au cube moins 6D plus 3 égale 0. Ensuite, on va démontrer que l'équation x au cube moins 6x plus 3 égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 0,2 ouvert. Et en dernier lieu, donc troisième question, on va donner une valeur approchée à 0,01 près de D. Alors pour ce qui est donc la première question, puisqu'on va donc mettre donc la bille dans le cylindre, il faudrait bien que le diamètre de la bille soit inférieur au diamètre du cylindre. Donc le diamètre de la bille est inférieur au diamètre du cylindre. Donc D est encadré entre 0 et 2. Maintenant, on va rappeler quelques formules de base. Alors, le volume d'un cylindre, c'est la base fois la hauteur. Le volume d'une sphère de rayon grand R, c'est-à-dire égal à combien? Égal à 4 tiers de pi fois R au cube. L'aire d'un disque de rayon petit r est égal à pi fois R carré. J'en aurai besoin pour calculer donc les volumes. Alors, le volume de l'eau, c'est égal à combien? Donc, c'est la base fois la hauteur. La base, c'est pi fois le rayon qui est égal à 1. Donc, c'est pi fois 1 au carré, fois la hauteur qui est égale à 0,5. Donc, c'est égal à pi sur 2 décimètres au cube. Ça, c'est le volume de l'eau initial. Maintenant, le volume de la bille, c'est 4 tiers pi rayon au cube, c'est-à-dire d sur 2 puissance 3. C'est égal à pi fois d au cube sur 6 décimètres au cube. Maintenant, le total, les deux ensemble, le volume total de la partie remplie est égal à pi 1 carré d, qui est égal à combien? Qui est égal à pi fois d décimètres au cube. C'est-à-dire, donc le volume total, qui est égal à donc pi fois d, sera égal à combien? Pi sur 2 plus pi d au cube sur 6. Ce qui équivaut à d au cube moins 6d plus 3 égale à 0. Il suffit donc de réduire au même dénominateur, de faire donc la différence. Voilà donc pour la première question. Maintenant, on va prendre la fonction qui est inspirée de cette équation, c'est-à-dire x au cube moins 6x plus 3. Donc, on va démontrer donc que l'équation x au cube moins 6x plus 3 égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0,2. Donc, on va commencer par prendre la fonction f, définie par f de x égale à x au cube moins 6x plus 3. Je sais très bien que cette fonction est continue dérivable sur l'intervalle 0,2. Sa dérivée est égale à 3x carré moins 6. Son tableau de variation est le suivant, donc. Voilà. Donc, la dérivée est négative sur l'intervalle 0 racine de 2, positive sur l'intervalle racine de 2, 2. Donc, elle est strictement décroissante sur 0 racine de 2 et strictement croissante sur racine de 2, 2. Voilà donc. L'image de 0 c'est égal à 3, l'image de 2 est égale à moins 1, l'image de racine de 2 est égale à 3 moins 4 racine de 2. Alors, l'image de l'intervalle racine de 2, 2, est égale à combien? C'est égal à 3 moins 4 racine de 2 moins 1. Pourquoi ça? Parce que déjà, donc, la fonction est continue et strictement croissante. Donc, on va garder donc l'ordre des bords. L'image de racine de 2, c'est 3 moins 4 racine de 2. Et l'image de 2, c'est moins 1. Je remarque que les deux bornes sont négatives. Donc, j'en conclus que la fonction est strictement négative sur cet intervalle, sur racine de 2, 2. Donc, il n'y a pas de solution de l'équation sur cet intervalle. Sur l'autre intervalle, par suite, l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle racine de 2, 2. Maintenant, dans l'autre intervalle, f est continue strictement décroissante sur 0 racine de 2. Voilà, donc, comme l'indique donc, le tableau de variation. f de 0 racine de 2, c'est égal à donc 3 moins 4 racine de 2, 3. On a inversé les images des bornes, puisqu'elle est strictement décroissante. Je remarque que le produit des images des deux bornes est strictement négatif. Donc, 3 est positif, et 3 moins 4 racine de 2 est négatif. Donc, le produit est négatif. Alors, par application du théorème,
l'équation f de x égale à 0 admet dans 0 racine de 2 une solution unique. Donc sur tout l'intervalle 0,2, l'équation aura donc une seule solution, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0,2. Maintenant, troisième question. Comment montrer que cette solution unique est vraiment donc le diamètre de la bille? Donc, comme on sait que d est encadré entre 0 et 2, et je sais que d vérifie d au cube moins 6d plus 3 égale à 0, alors d est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle 0, 2. Voilà. Maintenant, on va essayer donc de déterminer donc par dichotomie une valeur approchée à 10 puissance moins 2 de d. Je sais déjà que f de 0 égale à 3, qui est positif, que f de racine de 2 est égal à 4 moins 3 racine de 2, qui est strictement négatif. Donc, je vais prendre donc à peu près la moitié, donc 0,5. L'image de 0,5 est égale à 0,125, qui est positif. Donc, le changement de signe a eu lieu entre 0,5 et racine de 2. J'en conclus que d appartient à 0,5 racine de 2. Maintenant, je vais prendre la valeur 1. L'image de 1 est égale à moins 2, qui est négative. Donc, le changement de signe a lieu entre 0,5 et 1. J'en conclus que d appartient à 0,5, 1. Je vais prendre l'image de 0,6. Je la trouve toujours donc négative. Donc, le changement de signe a eu lieu entre 0,5 et 0,6. Donc, d appartient à l'intervalle 0,5, 0,6. Ceci, c'est un encadrement à 0,1 près. On veut à 0,01 près. Donc, à 10 puissance moins 2 près. Donc, je prends la moitié de l'intervalle, donc le milieu de l'intervalle. Donc, f de 0,55, je trouve que c'est négatif. Négatif, donc le changement de signe a eu lieu entre 0,5 et 0,55. Donc, d appartient à 0,5, 0,55. L'image de 0,52, je trouve que c'est positif. Donc, le changement de signe a eu lieu entre 0,52 et 0,55. L'image de 0,53, c'est un nombre qui est négatif. Donc, le changement de signe a eu lieu entre 0,52 et 0,53, ce qui implique que d est encadré entre 0,52 et 0,53 en décimètres. Et voilà donc un encadrement à 10 puissance moins 2 près du diamètre de la bille. Et voilà donc cet exercice. Nous sommes au terme de cette séance. J'espère que ces 3 séances vous ont été donc bénéfiques pour comprendre le chapitre de limite et continuité. Donc je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup et au revoir.